Le smartphone qu'on a dans la poche, la batterie de la voiture électrique. On va voir aujourd'hui le lien invisible et souvent tragique qui relie ces objets à une crise humanitaire majeure en République démocratique du Congo. C'est l'histoire du cobalt, une connexion complexe, mais qu'il est crucial de comprendre. D'un côté, voilà nos objets du quotidien, nos symboles de modernité, et de l'autre, la réalité brutale de leur origine. Des villages entiers chassés de leurs terres, des enfants qui risquent leur vie dans des conditions terribles. C'est ce contraste, ce grand écart qu'on va essayer de décortiquer ensemble. La question qui va nous guider, elle est à la fois simple et assez terrible. Comment est-ce que les batteries qui alimentent nos vies sont connectées à la violence qui déchire des communautés entières en République démocratique du Congo? C'est ce lien, ce fil invisible, qu'on va tenter de mettre en pleine lumière. Allez, on commence. Première partie, nos batteries, leur réalité. On va plonger directement sur le terrain pour voir comment la demande mondiale pour le cobalt se traduit concrètement. Et pour ça, direction Kolwezi, dans la province du Lualaba. Il faut voir cet endroit comme l'épicentre mondial de l'extraction du cobalt. C'est un mélange d'immenses exploitations industrielles et de ce qu'on appelle les mines artisanales. Alors, qui sont les grands joueurs sur place? On trouve bien sûr le géant suisse Glencore ou encore l'entreprise d'État congolaise, la Gécamine. Mais ce qui saute aux yeux, c'est la domination des entreprises chinoises, comme China Molybdenum, qui ont la main sur une part énorme des mines de cobalt. Et cette course aux minerais, elle a des conséquences dramatiques. Des ONG comme Amnesty International ont documenté des choses très graves. Des expulsions forcées, de la violence physique, des maisons et des cultures détruites. Tout ça pour faire de la place aux mines. Ça crée un vrai climat de peur. Pour que ce soit plus parlant, prenons un cas concret, Kasulo. C'était un quartier résidentiel de Kolwezi. Un jour, on y découvre du cobalt sous les maisons. Résultat, le quartier a été militarisé, puis petit à petit rasé pour devenir une mine. Les habitants se sont retrouvés littéralement piégés entre le trésor sous leurs pieds et la violence au-dessus de leur tête. Maintenant, on change de région. On va dans le Kivu. C'est là que travaille le fameux docteur Denis Mukwege. La dynamique de la violence y est différente, mais vous allez voir, elle est tout aussi liée aux ressources du sous-sol. Dans le Kivu, ce sont surtout des groupes armés qui tiennent les mines artisanales. Pas seulement de cobalt d'ailleurs, mais aussi de coltan, d'or. Ces minerais sont devenus le nerf de la guerre, ce qui finance leurs conflits. Et c'est au milieu de ce chaos, à l'hôpital de Panzi, que le docteur Mukwege soigne les survivantes de violences absolument extrêmes. Cette phrase du docteur Mukwege, elle est d'une vérité glaçante. Le corps des femmes devient un champ de bataille. Ce n'est pas juste une image, c'est la description clinique d'une stratégie militaire. Et ça, c'est un point vraiment essentiel à comprendre. Dans ces conflits, le viol n'est pas un dommage collatéral. Non, c'est une arme de guerre, une stratégie réfléchie, systématique, pour terroriser, humilier et détruire le tissu social des communautés, et ainsi s'emparer plus facilement du contrôle des zones minières. Bon, maintenant qu'on a vu les faits sur le terrain, à Kolwezi et au Kivu, essayons de prendre un peu de hauteur. Essayons de comprendre la mécanique derrière tout ça. Comment fonctionne ce qu'on pourrait appeler l'économie de la violence? Le point crucial ici, c'est que le lien n'est pas toujours une ligne droite. Entreprise égale violence. En fait, c'est bien plus subtil. C'est un système entier où notre demande mondiale pour le cobalt crée, sur place, les conditions parfaites pour que cette violence puisse exister et même devenir rentable. On peut décomposer ce système en plusieurs étapes. Au départ, il y a une demande mondiale qui explose. Ça déclenche une lutte acharnée pour le contrôle des zones riches en minerais. Cette lutte mène à la militarisation, à l'insécurité. Et dans ce climat, les violences systémiques, comme le viol de guerre, deviennent un outil pour dominer et contrôler les populations et les territoires. Donc pour résumer, on voit bien deux logiques principales de violence. À Kolwezi, c'est ce qu'on pourrait appeler une violence d'expulsion pour vider les terres au profit de l'industrie. Au Kivu, c'est une violence de guerre où les groupes armés utilisent la terreur pour s'approprier les mines et financer leurs combats. Ok, le constat est lourd, c'est une évidence. Mais comprendre, c'est la première étape. La question c'est, qu'est-ce qu'on peut faire? Cette dernière partie, c'est pour explorer quelques pistes pour essayer de passer de la prise de conscience à l'action. La toute première étape, elle est intellectuelle. C'est prendre conscience, s'informer, essayer de comprendre ces chaînes d'approvisionnement qui sont totalement opaques, et puis bien sûr en parler autour de soi. La prise de conscience collective, c'est vraiment le point de départ de tout le reste. La deuxième étape, elle nous concerne plus directement, dans nos choix. On peut interpeller les marques, leur demander des comptes sur la traçabilité de leur cobalt. On peut aussi soutenir celles qui font de vrais efforts. Et puis, plus simplement, réparer nos appareils, les garder plus longtemps. Eh bien, ça réduit directement la pression sur la demande. Et enfin, il y a l'engagement plus direct. Ça peut être en soutenant des organisations qui font un travail incroyable sur place, comme la Fondation Panzi du Dr Mukwege,
ou alors en relayant les pétitions qui demandent des lois plus dures et plus contraignantes pour les entreprises. Et là, attention, il y a un point absolument fondamental à comprendre. La solution, ce n'est surtout pas de boycotter le Congo. Ça ne ferait que plonger des millions de personnes dans une misère encore plus grande. Non, le but, c'est d'exiger une exploitation qui soit juste, responsable et qui, pour une fois, bénéficie à la population congolaise elle-même. Au moment où le monde entier parle de transition écologique, une transition qui repose en grande partie sur ces fameuses batteries au cobalt, il est essentiel de garder ça en tête. Il ne peut pas y avoir d'écologie véritable sans justice sociale. La protection de la planète et la protection de la dignité humaine, au fond, ce sont les deux faces de la même médaille.